Bonjour à tous, vous êtes dans ce live de 12h30. Nous sommes jeudi 20 février 2025 et nous allons parler de la trahison. Elle est consommée, cette trahison du Rassemblement national. Cela fait bien longtemps, me direz-vous, que ceux qui suivent la situation politique de notre pays disent qu'il ne faut faire aucune confiance en la fille de Jean-Marie Le Pen. Eh bien, moi, je restais, quant à moi, non pas sur des certitudes, mais sur des hypothèses qui allaient en effet plutôt dans ce sens. Mais il est toujours important qu'il y ait un moment où s'exprime pleinement, par exemple, un fait de trahison. Quelque chose sur lequel il sera indiscutable. Ce sera impossible de dire non, je ne l'ai pas fait exprès, non, je ne le savais pas, pour que tout le monde le sache et puisse en conséquence voter. Et voter en leur âme et conscience. Il n'y a rien de plus délétère au sein de la vie politique française, c'est ce que disait un intervenant ce matin dans la matinale, que le vote utile. Parce que le vote utile est ce qui a permis justement au Rassemblement national de prospérer et en partie attrape-tout de neutraliser une véritable alternance. C'est ce que se tue à dire, par exemple, François Asselineau, ce que tue à dire aussi Nicolas Dupont-Aignan ou Florian Philippot. Ils ont tous été victimes de ce vote à un moment donné dans leur carrière politique, voire toujours, de ce vote préférentiel utile qui existe lorsqu'on est sur des scrutins, évidemment, principalement à deux tours, puisque eh bien, on se dit votons dès le premier tour pour celui qui a une chance de l'emporter et n'attendons pas le deuxième tour. Donc, ce vote utile, c'est la peste du système politique français qui fait que n'émerge jamais un outsider. Avoir quelqu'un, quand on dit ah oui, mais en Grande-Bretagne, Nigel Farage, il a commencé à 1%, et puis il est monté à 20 et maintenant il est en tête des partis. Oui, mais vous êtes en Grande-Bretagne et on commence à 1 et ensuite on peut monter à 20. C'est impossible avec notre système à la fois électoral et puis la vie politique française. Vous êtes à 1, vous restez à 1, vous êtes scotché à 1. Et il n'y a aucune ironie, au contraire, dans ce que je dis. Je ris jaune, évidemment. Et c'est ce que l'on voit, c'est-à-dire que ceux qui portent une véritable alternance dans ce pays, une véritable volonté de changer le système, par exemple par le biais de sortir de l'Union européenne, hein, ou en tout cas en modifier consubstantiellement le fonctionnement, eh bien évidemment, ces gens n'ont aucune chance de l'emporter, n'ont aucune chance de bien figurer même, et de compter ensuite pour l'avenir. Une journaliste de BFM que j'avais entendue il y a quelques mois pensait pouvoir pérorer en disant mais qui est pour la sortie de l'Union européenne? 1%? 2%? Hein, si on se réfère exactement au score des frexiteurs, par exemple, en France, bah, on n'en est pas très loin, hein, même si on y ajoute des quasi-frexiteurs. On a un peu plus de 1, mais en tout cas, on n'est pas sur une masse critique. Pour que nous puissions en arriver justement à ce changement de paradigme et que enfin puisse émerger, comme en Allemagne, l'AfD, comme en Grande-Bretagne, Farage, voire même exotique, Italie exotique, Meloni en Italie, eh bien, il faut en finir avec ce vote utile. On ne peut pas en finir avec ce vote utile tant qu'on n'a pas démasqué la trahison. Et là, je trouve qu'avec l'abstention sur la nomination du président du Conseil constitutionnel par le président de la République, le choix présidentiel, choix de Macron, au prétexte de dire je vais proposer Richard Ferrand, hein, à l'Assemblée nationale et au Sénat, dans la logique du faire barrage à l'extrême droite. Il y a une logique qui est construite chez Macron. C'est lui qui a initié avec la dissolution. Il dit il faut faire barrage à l'extrême droite, hein, entre les deux tours. Il le lance, ses troupes le lancent. Ça marche d'ailleurs. On est une situation ingouvernable. Eh bien, il va proposer à la représentation nationale l'homme qui est censé incarner ce barrage à l'extrême droite. C'est Richard Ferrand. Il nous est présenté comme ça, il y a encore 3 jours. Et à quoi nous aboutissons? L'ensemble du socle gouvernemental, hein, les macroniens, et seulement les macroniens, pas LR,
Vauquier et ses troupes ont voté contre. Toute la gauche réunie, pour le coup, et pas divisée entre LFI et le Parti socialiste, vote contre. Qui s'abstient? Qui permet à faire élire celui dont on dit s'il est élu, il va faire barrage à l'extrême droite au Rassemblement national? Qui permet à Richard Ferrand d'être nommé? Le Rassemblement national. On est au degré zéro de la pensée politique, de la vie politique. Il n'y a plus aucun substrat d'idées derrière le fonctionnement. Il n'y a que du bidouillage, il n'y a que du petit arrangement entre personnes qui, bon an, mal an, partagent des mêmes valeurs, et on le sait, les valeurs, elles sont bien incarnées. On dit, mais Emmanuel Macron ne représente pas la vie politique française, l'opinion publique. Mais bien sûr que si. Il est même à la tête aujourd'hui de ceux qui veulent faire barrage à la paix, hein, qui veulent empêcher les négociations entre la Russie et les États-Unis d'aboutir enfin à la paix en Europe de l'Est. Il en est le leader indéniable, Emmanuel Macron. Ceux qui l'enterrent tous les mois ou tous les 2 mois en seront à nouveau pour leurs frais. Et on voit aujourd'hui qu'il y a quasiment, en tout cas sur le bloc central, une capacité à nommer un nouveau président du Conseil constitutionnel pour succéder à M. Laurent Fabius. Alors après, on peut faire tous les procès d'intention qu'on voudra à Richard Ferrand. Moi, c'est sur l'aspect politique que je me base. Il y a certains le traitent d'escroc. Bon, il n'a pas été condamné par la justice. Hein, ce n'est pas un repris de justice comme peut l'être, par exemple, Alain Juppé. Alain Juppé est un repris de justice. Hein, ce sage de la rue de Montpensier est un repris de justice. Dans les attendus même de la décision des magistrats, il est dit qu'Alain Juppé a trahi le peuple souverain. Voilà, un sage qui est censé faire respecter la Constitution française au cœur même du Conseil constitutionnel. Laurent Fabius, il y a tellement de casseroles, et ça commence dès le sang contaminé, qu'il n'y a pas besoin d'en rajouter. Donc, avec Richard Ferrand, j'ai envie de dire, on est un cran en dessous par rapport à Fabius. Il a évidemment été très inquiété dans des affaires sur les mutuelles de Bretagne. C'est un des parrains du Finistère aujourd'hui. Alors, il faut savoir d'ailleurs qu'il se comporte comme un véritable parasite, une pieuvre. Ce n'est pas du tout à l'origine ce n'est pas un Breton. Hein. C'est pas quelqu'un du Finistère. Hein. Il est du Sud-Ouest, je crois que c'est un Aveyronais, qui est arrivé, qui a fait carrière par le biais de Kofi Annan, qui lui était un élu de Bretagne, pour le coup. Il a réussi petit à petit à faire son nid en bon parasite. Et donc on sait que derrière la Bretagne, il y a toute la Macronie, hein, toute cette belle engeance des catholiques de gauche qui votent, qui ont été le socle de base hein, de l'électorat Macron, et ce depuis 2017, et de la gauche molle, hein, du centre-gauche depuis fort longtemps. Hein, la Bretagne, c'est comme ça. Ce ne sont pas du tout des terres liées au Rassemblement national. On voit d'ailleurs que là où finalement il n'y a pas d'intérêt politique pour le Rassemblement national, regardez comment le Rassemblement national poursuit de sa vindicte. On est à nouveau au niveau zéro de la politique. Même le frangin qui dirige le conseil régional du Nord-Pas-de-Calais. Alors là, celui-là, ils ne le veulent nulle part, hein, Bertrand. Mais évidemment, parce que là, il y a un conflit politique. Ça intéresse Marine Le Pen. Ils s'en foutent. Le Rassemblement national s'en fout de la Bretagne. Ils y ont toujours fait de mauvais scores. Et c'est pas demain que ça va changer. Donc, ils sont assez indifférents, finalement, aux parrains de Bretagne, dont on rappelle quand même que derrière, pour ceux qui se piquent de Becoming Brigitte, il y a derrière Ferrand, il y a Niel, et derrière Niel, il y a Arnaud. Donc il y a ceux qui ont permis et qui sont, alors là, non pas le socle électoral, ni le socle politique, mais les pépettes. Ceux qui parrainent Emmanuel Macron depuis le début de sa carrière politique. Donc, on va parler de ce sujet qui, moi, me semble être un élément central si on veut bien s'y arrêter. Alors, j'ai cette tendance de l'esprit, je le reconnais bien volontiers, à m'arrêter en général sur un point. Et ça peut être considéré comme caricatural. Mais je ne le crois pas, parce qu'il arrive toujours un moment où on touche le fond, où on touche le point zéro. On ne peut pas être en dessous. On peut faire équivalent, mais on ne peut pas être en dessous. Là, je dirais que dans un choix, normalement, ce que c'est censé, en plus, alors,
Je vais vous donner les chiffres exacts, parce que c'est quand même relativement instructif. Il faudrait que pour avoir un blocage, pour empêcher le candidat du chef de l'État, ou d'ailleurs du président de l'Assemblée nationale ou du Sénat, puisqu'il y avait Mme Wyszynski, et puis Philippe Bas aussi pour le Sénat, présenté par Larcher, eh bien, il faut que 3/5 des suffrages exprimés des parlementaires bloquent. Donc, puisqu'on était en commission, 39 parlementaires ont voté pour Richard Ferrand et 58 contre. Il en suffisait de 59. Il en suffisait d'un pour que Richard Ferrand soit invalidé. Et l'ensemble des députés RN se sont abstenus. Donc, en plus, attention, il y a une double faute. Il y a la faute d'avoir validé, et puis il y a de l'avoir validé par son abstention, mais il y a surtout, et c'est pire encore, une stratégie concertée de l'ensemble des députés RN. C'est pas un député qui a oublié de se rendre. Vous savez, l'arnaque habituelle, il nous faisait ça comme ça en général. Il y a, quand il y avait un vote à une voix, ah, j'avais oublié que c'était à 20h. Oui, mais pourquoi t'as pas donné ta clé pour qu'on tourne vers le non? Ah, ben oui, mais j'avais oublié, je l'avais cherché, mais c'était dans ma poche gauche, qui était de ma veste dans ma voiture de fonction. Ils vous racontent n'importe quoi. Non, mais là, au moins, ils essaient de faire en sorte que les apparences soient sauves. Mais là, même plus. C'est-à-dire que les députés godillots du Rassemblement national, hein, on disait ça des gaullistes à une époque, les godillots. Alors, on a des beaux, des godillots, hein. Bravo, chapeau, belle vocation. Eh bien, ont tous voté comme un seul homme. Et pourquoi? Alors, ce qu'il se dit, c'est que ça sauvera la mise de Madame Le Pen, bien embêtée actuellement dans un bien méchant procès sur lequel, pour avoir, et je connais des gens qui sont inquiétés, je trouve scandaleux, à titre personnel, scandaleux ce procès, cet ignoble procès, qui tend en effet à chercher à empêcher une candidate sérieuse, hein, c'est autre chose que Navalny en Russie, permettez-moi de vous le dire, une candidate sérieuse, sérieuse au sens où elle a une chance de gagner, hein, c'est tout, je n'ai pas rien dit d'autre, hein, de pouvoir se présenter, donc c'est tout à fait scandaleux, c'est-à-dire qu'on fait exactement ce qu'on reproche aux pires dictatures de la planète, hein, à travers des juges, des magistrats, ou un procureur, parce que c'est le procureur, hein, c'est attendu du procureur pour l'instant, hein, on en est là. Donc, peine d'éligibilité avec exécution immédiate. Donc, l'idée, c'est qu'il y aurait eu un deal, soit avec Ferrand, soit avec, au-dessus encore avec Macron, entre Marine Le Pen et Macron, hein, pour permettre justement de lui éviter ce piège. Alors, quelle est l'astuce? Je vous le donne, par rapport à ce matin, j'ai retravaillé précisément le sujet. Donc, le sort de Marine Le Pen donc, sera entre les mains de Richard Ferrand. Et pourquoi? Eh bien, parce que il y a une question en cours, là, prioritaire de constitutionnalité, une QPC. On va revenir sur le Conseil constitutionnel. Posée par un élu mahorais, donc de Mayotte, condamné à une peine d'inéligibilité, avec exécution immédiate. Or, Marine Le Pen est elle-même sous la menace d'une inéligibilité immédiate requise donc au procès des assistants des eurodéputés à Rassemblement national. Et le Conseil constitutionnel pourrait potentiellement rendre sa décision avant le jugement du Rassemblement national qui est prévu le 31 mars. Donc, si Ferrand, qui serait effectivement à la place de Fabius vers le 15 mars à peu près, président du Conseil constitutionnel, pourrait dire « Oh, alors, qu'est-ce que vous m'avez laissé, Laurent? Est-ce qu'il y a des dossiers en cours? Oh, mais qu'est-ce que vous mettez là sur le bureau? Une QPC, Laurent Fabius, une question prioritaire de constitutionnalité. Mais qu'est-ce qui est écrit dessus? Ah, mais ça pourrait avoir une belle résonance politique, ça, mon cher Laurent. Avec ça, indéniablement, Marine Le Pen pourrait se présenter. Quel hasard, j'arrive à peine, j'ai ça sur mon bureau. Eh bien oui, je pense que notre élu mahorais a raison. Tant que toutes les voies de recours n'ont pas été épuisées, un candidat peut se présenter. Hein? Oh putain, pardon, excusez-moi. Ah, excusez-moi, mais là, quand même, j'avoue, j'en perds mon vocabulaire.
C'est se foutre de la gueule du monde. Voilà pourquoi ces gens votent comme ils votent. Vous n'avez pas honte. Vous n'avez pas honte. Allez, on va approfondir tout ça. Vous allez voir, on va bien se marrer. Géopolitique profonde, les petites annonces. Février, c'est la 21e avec tous nos goths, Martin, François, Sylvain Ferreira, Pierre-Antoine Plaquevent, et puis nos économistes, Andy Bussaglia, et évidemment le président qui était le président de Géopolitique profonde, Franck Pengam, qui est revenu, je crois, de son séjour à Mar-a-Lago. Il nous revient avec de belles photos, entre autres. Il a serré la main à Mike Tyson. Il a pu converser avec le général Flynn. Il nous revient et nous n'hésiterons pas à l'interviewer dans un format pour qu'il nous livre l'ensemble de ses impressions, dont cette énergie formidable que peut diffuser un homme comme Donald Trump, 57e président des États-Unis d'Amérique. Non, 47e, pardon, excusez-moi. Une bourde de plus. La boutique est ouverte, n'hésitez pas, faites-vous plaisir, faites plaisir à vos proches et achetez-vous quelques produits dérivés de la boutique de Géopolitique Profonde. Le 1er mars sera le jour, je ne sais pas si on boira tous dans des coupes de champagne GPTV, mais en tout cas est offert champagne, les planches de charcuterie, les planches de fromage, les planches apéritives, appelez-les comme vous voulez, qui vont bien avec le champagne, eh bien ce sera le 1er mars dans la soirée, en plein cœur de Paris. On vous donnera toutes les informations nécessaires pour vous y rendre, mais auparavant et au préalable, il faut d'abord s'inscrire sur le site de Géopolitique Profonde et vous inscrire, vous et vos proches. Alors, pour parler de cette trahison, je vais revenir, moi j'aime bien quand même savoir d'où je parle et comment et à partir de quelle base et de quelle référence historique. Donc j'aimerais qu'on revienne quand même un moment sur le Conseil constitutionnel. Puisque donc Richard Ferrand a fait son petit blabla devant les parlementaires et il a expliqué le pourquoi de ce que serait son mandat de 9 ans, hein, rien que ça, 9 ans, c'est quand même beaucoup, 9 ans. Macron s'en va dans 2 ans, mais il laisse un des premiers marcheurs, un des premiers macroniens, 7 ans de plus. Et donc, qu'est-ce qu'il nous explique? Qu'il n'y aura évidemment pas de gouvernement des juges, que le Conseil constitutionnel est là pour faire respecter la Constitution. Très bien. Donc moi, j'aimerais revenir quand même sur les origines du Conseil constitutionnel, pourquoi il a été créé et qu'est-ce qu'il est devenu, comment il a été totalement détourné au point qu'on considère aujourd'hui qu'on nomme un membre du Conseil constitutionnel, et pas des moindres, son président, pour faire barrage à un élan populaire. Faire barrage au Rassemblement national quand on est président du Conseil constitutionnel, c'est que quelque part, le Rassemblement national aurait donc réussi à conquérir le pouvoir. Vous allez me dire, c'est pas demain la veille. Vous n'avez peut-être pas tort. Marine Le Pen à l'Élysée et pourquoi pas Bardella aussi pendant qu'on y est à Matignon. Donc, comment on pourrait empêcher le Rassemblement national d'appliquer son programme, sachant que c'est un programme très évolutif et qu'entre on va dire, je rappelle à un Juppé, hein, à qui on avait dit une fois, mais vous êtes contre le Rassemblement national, monsieur Juppé. Mais le programme du RPR, quand vous étiez secrétaire général du RPR dans les années 90, fin des années 80, mais il était bien plus à droite que celui du Rassemblement national. Et aujourd'hui, vous êtes en train de nous faire la complainte de la peur du Rassemblement national, mais ça va pas là. Ça va pas là-haut. Donc voilà, bon, et puis voilà, entre l'époque de Jean-Marie Le Pen, l'époque où le vice-président était Philippot, Bardella aujourd'hui, il y a de l'eau qui a coulé sous les ponts, comme le dit l'expression populaire. Donc le programme du Rassemblement national, c'est même plus une eau tiède. Hein. J'y mettrais même pas infuser mon sachet de thé. Hein. Donc on ne voit pas trop pourquoi ils s'opposeraient, entre nous soit dit. Hein. C'est une vaste supercherie, une blague de plus. La seule chose, c'est qu'il faut pouvoir se présenter, Madame Le Pen. Ah, ça oui, ça c'est important. Pas mettre fin à sa carrière politique tout de suite, évidemment. C'est encore une fois, je dis que je suis scandalisé par ce procès politique lamentable, mais ça c'est une autre histoire.
Malgré la routine de la vie quotidienne, on peut trouver un autre univers dans la lecture. Un livre est une amitié, comme disait Proust. Il nous accompagne partout et nous transporte plus loin que nous pouvions espérer. Ça semble un peu cliché dit comme ça, mais oui, la lecture change la vie. C'est pourquoi avec Géopolitique Profonde, on vous propose notre revue mensuelle. En plus d'avoir les meilleures expertises sur les sujets essentiels de notre société, il y a aussi des solutions financières pour s'émanciper du système. On essaie de changer la vie de ceux qui nous lisent, intellectuellement comme matériellement. Quand les intérêts rencontrent la sympathie, c'est souvent une nouvelle amitié qui commence. Car on n'est pas là pour vous raconter des histoires, mais pour vous aider à écrire la vôtre.